Merci à Georges pour ce beau témoignage où se mêlaient des réflexions personnelles et puis également un parcours. Écoutez, je n'avais pas prévu de faire d'intervention et je vais essayer d'être bref. Je vais le faire à deux titres. L'année dernière, tous les mois, nous avons eu une réunion au rectorat de Paris avec la rectrice déléguée, donc Bénédicte Durand, qui aujourd'hui est la conseillère de la Première ministre, et puis le recteur également de Créteil. Et la question véritablement qui se posait était de savoir comment faire pour essayer de rendre ce métier attractif. Et je voudrais comme ça résumer les discussions qui ont eu lieu pendant 8 mois avec les secrétaires généraux des académies, des représentants des universités et puis des représentants des INSPE. Une réalité tout d'abord, il y a 4 ans, il y avait 45 ou 46 000 candidats au concours de l'enseignement. On est tombé à 15 000, c'est-à-dire une division par 3. Il y a actuellement 4 000 postes qui ne sont pas pourvus. Et la situation est tellement désespérée que le ministère a annoncé que l'inscription de concours cette année était prolongée d'1 mois, se disant que peut-être si on laissait traîner le filet plus longtemps, on ramasserait plus de poissons. Donc, il y a un véritable problème qui se pose. Or, dans le même temps, les universités ont été reçues, les programmes, métiers d'avenir, pour avoir des financements, candidater à des projets européens, etc. Eh bien, j'ai le regret de vous annoncer que le métier d'enseignant ne fait pas partie des métiers d'avenir qui sont identifiés comme tels par le ministère de l'enseignement supérieur. Donc, c'est ce constat que, comme universitaire, on est obligé de faire. Tout d'abord, un collègue qui décide de préparer les étudiants à l'agrég, au master MEF, etc., eh bien, finalement, n'aura aucun avancement de carrière, aucune rémunération supplémentaire, et pendant ce temps-là, il n'ira pas candidater pour avoir une ERC, une ANR, etc. Donc, ça pose la question de la part des enseignants, pourquoi s'occuper de fabriquer des enseignants, puisque de toute façon, il n'y aura pas d'intérêt. Mais les présidents d'université, je me souviens très bien de celui de Nanterre, avaient dit comme lui, comme président d'université, il n'avait aucun intérêt aussi à encourager ces enseignants, puisqu'ils n'en auraient aucune retombée financière, alors que s'ils avaient des ANR, des ERC, etc., ce serait bien. Alors, il y a eu quand même ensuite une discussion, et je dirais il y a 3 points. Tout d'abord, depuis, un des arguments qui est avancé, c'est de dire, au fond, les enseignants ne sont pas assez formés. Ils ne sont pas assez formés, ils arrivent en terrain qu'ils ne connaissent pas et très vite ils démissionnent ou alors ils sont déçus parce que ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Et c'est pour ça que depuis 25 ans, on y a mis en place, après les stages MAFEN, les IUFM, les INSPE, avec l'idée que le métier serait d'autant plus attractif et serait d'autant plus attrayant et les enseignants seraient confortés dans leur mission qu'on les formerait davantage, pas uniquement à leur discipline universitaire, mais également aux techniques en quelque sorte pédagogiques, aux sciences de l'éducation. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les concours ont été portés, que ce soit pour le professorat des écoles ou pour les autres professorats du second degré, à 5 années d'études. Ce qui évidemment ralentit beaucoup l'entrée au premier salaire. Donc, on forme plus les gens, mais on retarde leur entrée sur le marché du travail. Et je vais vous faire comparaison. Aujourd'hui, un enseignant doit commencer à 1 900 ou 2 000 euros. Salaire moyen des étudiants sortant de master net, sortant de l'université de Paris 1, les chiffres sont tombés à partir d'une enquête qui 74% des étudiants de master 1 ont répondu, c'est 2 300 euros le salaire. Donc, par rapport au début de salaire, le master MEF n'est pas finalement un master compétitif, alors qu'ils ont quand même passé un concours qui reste difficile. Donc, il y a eu cette idée que plus on allait les former, plus finalement le métier serait attractif. Pour ma part, ce que j'ai exprimé, mais avec d'autres aussi, c'est que finalement, on est enseignant, on aime transmettre, mais on aime transmettre quelque chose. Une discipline, on a un amour pour telle ou telle discipline.
Et on ne s'adresse plus tellement, justement, à cette idée de la discipline. Je l'ai bien vu dans des disciplines qui me sont familières. La part du disciplinaire, que ce soit au CAPES d'espagnol ou que ce soit au CAPES d'histoire, est réduite à la portion congrue, de plus en plus, au profit d'une épreuve supplémentaire qui est introduite et qui est un entretien d'embauche, en quelque sorte. Et je pense que là, il y a un véritable problème. Les masters MEF sont des masters où il y a une espèce de... En fait, on distribue des trucs pédagogiques, des techniques numériques, etc., qui s'appliquent à tout type de discipline. Mais honnêtement, les gens n'ont pas envie de faire ce métier pour faire des sciences de l'éducation. Ils ont envie de faire ce métier parce qu'ils aiment la littérature, la philosophie, et que finalement, tous ces aspects-là participent. Donc il y a un débat là qui se pose, et je suis obligé de constater que les dernières propositions du ministère, qui ont été faites il y a 15 jours, alors on peut dire que mais non, rien n'est fait, on va discuter, etc., c'est de dire, bon bah écoutez, maintenant, que vous soyez professeur des écoles, professeur de lycée ou professeur de collège, le concours aura lieu au terme de la 3e année, c'est-à-dire au terme d'une licence 3, que vous soyez professeur des écoles ou que vous soyez professeur en terminale. Alors, on comprend très bien qu'il s'agit en quelque sorte de trouver des candidats le plus tôt possible, en leur promettant, ce qui est bien, un salaire quand ils auront le concours au bout de la 3e année. Donc ça c'est une bonne idée. Mais à titre personnel, et pour enseigner beaucoup, et n'ayant jamais cessé d'enseigner, je ne confierai pas mes enfants à un étudiant qui a un L3. Parce qu'actuellement, nous sommes obligés de constater, je le dis, le niveau ne baisse pas dans la société. Il suffit d'aller avec les étudiants pour s'apercevoir qu'ils sont nés dans le numérique, c'est parfait. Les pratiques des langues, l'anglais aujourd'hui, chez les jeunes, c'est beaucoup plus que nos générations. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a un défaut en termes d'expression française, de logique, d'esprit critique aussi, parce que abreuvé d'informations de toutes parts, il ne hiérarchise plus. Il est très intéressant, tu as évoqué M. Germain. La semaine dernière, j'étais en Pologne, au Collège européen de Varsovie, Anatolie. Je vois des étudiants, bon, je crois qu'ils payent 21 000 € pour être là, pour un an, et un certain nombre étaient des étudiants qui venaient de Paris, hein. Histoire, sciences politiques, etc. J'ai été 10 ans directeur d'histoire. Bon, manifestement, ils ne voyaient pas. Moi, je me souviens des directeurs de l'école d'histoire de la Sorbonne depuis au moins 30 ans, 40 ans. Quand j'étais étudiant, je savais qui dirigeait. Non, là. Et là, il y avait des étudiants. Vous étiez en sciences politiques. Et alors, quel enseignant vous a marqué? Non, aucun. C'est-à-dire que pour eux, l'enseignant, bon, c'est une source d'information, c'est un distributeur de café en quelque sorte, mais au même titre que Wikipédia, etc. Il n'y a plus de traçabilité. Et le problème aujourd'hui dans l'intelligence artificielle, c'est qu'elle manie des données, mais pour lesquelles nous ne savons pas d'où elles viennent. Or, tout le travail aujourd'hui, et ça personne ne remplacera l'enseignant, c'est de faire un travail critique sur l'information qu'on reçoit, c'est-à-dire d'où vient l'information, qui parle, etc. Et ça, cet aspect-là, je crois que par conséquent, il faut défendre ce que chaque discipline apporte à la manière de vivre, d'être, d'apprendre, c'est-à-dire une certaine forma mentis qui est utile. C'est pas possible aujourd'hui de ne pas savoir faire, et on a le cas d'étudiants de L3 qui ne comprennent pas une division, ils ne savent pas faire une règle de 3, c'est quand même problématique. Mais la rectrice, le recteur Kerero nous disait que quand il va dans les écoles primaires, il a parfois des enseignants, des instituts, des professeurs des écoles qui sont rivés à leurs fiches qu'ils ont achetées dans le commerce pour essayer d'expliquer. La première condition pour qu'un enseignant soit à l'aise dans son métier, c'est qu'il maîtrise sa discipline. Et après, il pourra être sensible à la psychologie des études, des adolescents, etc. Deuxième point, rapidement, ça c'était pour la formation. Je pense qu'il y a peut-être un problème, parce que, et donc là, l'idée, c'est, bon, bah, désormais, ce sera au terme de L3, et il faut que, dès le sortie de terminale, les étudiants qui ont envie de devenir professeurs s'engagent dans les INSPE où il y aura des licences professionnelles. C'est-à-dire qu'en plus, on va mettre les enseignants dans un corner
Qui, à 18 ans, sait ce qu'il a envie de faire comme métier et a envie de se mettre dans une licence professionnalisante pour devenir professeur? Non, il faut laisser. Les jeunes aujourd'hui, ils choisissent de plus en plus tard. Ils n'ont pas d'ailleurs envie d'être forcément fonctionnaires. Beaucoup préfèrent être contractuels plutôt que de s'engager dedans. Deuxième aspect, rapidement, que je voudrais évoquer, c'est le métier. Le métier a beaucoup évolué. Tu l'as dit tout à l'heure. Un enseignant, aujourd'hui, il y a une part d'enseignement. Il y a aussi beaucoup de parts d'évaluation. La partie évaluation du métier est devenue quand même très lourde. Et il y a un troisième aspect qui prend de plus en plus de part, c'est la partie administrative du métier d'enseignant. Rentrer les notes, etc., dans les outils, être dans les relations avec les parents, le climat un peu procédurier aussi, la crainte du recours, etc., qui devient important. Voilà donc rapidement ce que je voulais vous restituer un peu comme étant l'état d'inquiétude aujourd'hui de quelqu'un qui préside le jury d'agrégation, mais qui surtout a toujours continué de préparer les enseignants, enfin les étudiants au CAPES à la grève. Voilà. Eh bien, merci aux deux intervenants. Je pense que tout le monde a compris que le point d'interrogation sur lequel on s'était interrogé avant de définir le titre de la conférence est justifié. Est-ce encore un métier d'avenir? Alors, je pense que vous êtes tous enseignants ou proches d'enseignants. Je pense que vous avez envie d'enlever le point d'interrogation. Donc, ceux qui voudraient intervenir là-dessus, vous avez la parole. Je passerai pour vous la donner. Alors, Denis. Peut-être que Denis, tu peux... On va dire quelques mots pour remercier nos deux orateurs, Georges et Jean-Marie. Ils nous ont dressé un tableau très réaliste de la fonction et du métier d'enseignant, avec un grand questionnement sur ses missions, et notamment ces missions qui sont celles, pour reprendre les mots de Georges, de transmettre le plaisir d'apprendre, de faire que l'éducation soit un humanisme. Et ce sont des valeurs qui sont évidemment très proches que celles que porte l'AMOPA. Nous avons, et nous nous retrouvons sur ces sujets-là, bien entendu. Moi, j'avais une question qui s'adresse peut-être à Jean-Marie et à Georges. Quels sont les moyens, justement, pour renforcer, pour s'échapper de cette spirale infernale concernant le manque d'attractivité des jeunes pour le métier d'enseignant. On a soulevé quelques pistes, mais concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire au niveau des politiques publiques ? Alors, très rapidement, moi je considère que l'éducation nationale ne doit pas être une affaire politicienne. Et je trouve, pour ma part, je le dis, je le livre, et j'ai un âge où je peux le faire, mais je l'ai déjà fait, plus jeune. Je trouve que ministre de l'Éducation nationale, dépendant d'un gouvernement qui lui-même dépend d'une connotation politique, c'est d'une certaine façon affaiblir la portée de l'éducation nationale, qui est un problème général et qui doit regrouper toutes les parties d'une population et d'une nation. Alors, je veux bien qu'on ait un ministre de l'économie et des finances, je veux bien qu'on ait un ministre des armées, mais il y a quelques domaines dans lesquels j'estime qu'il faudrait imaginer dans nos démocraties que ces ministères-là ne dépendent pas et ne relèvent pas d'une dimension politicienne. L'éducation, la justice et la santé en particulier. Ce sont trois domaines où toute la nation doit être concernée. Et ce n'est pas des élections présidentielles dont on sait ce qu'elles valent, ni même des élections législatives dont on sait aujourd'hui, malheureusement, je suis pour les élections et le suffrage exprimé, mais il faut comprendre aujourd'hui que notre monde politique s'est profondément affaibli dans une dimension, d'un point de vue déontologique et éthique.
Regardez aujourd'hui nos informations, mais c'est à pleurer. À pleurer, tous ces experts qui passent, qui trépassent et qui nous font trépasser. Mais c'est effrayant, tous ces ministres qui viennent et qui disent n'importe quoi, et qui, une fois qu'ils ne sont plus ministres, disent le contraire de ce qu'ils étaient. Or, moi, je pense qu'il y a 3 domaines, je le répète, et c'est peut-être là qu'on pourrait trouver une solution. L'éducation nationale, la justice et la santé, qui doivent relever d'une permanente responsabilité nationale. Sous quelle forme? Là, je laisse ceux qui ont de l'imagination le faire. Je crois qu'il y a des moyens. Il y a des moyens de donner à l'éducation un budget à l'éducation qui ne soit pas dépendant d'un gouvernement de gauche, de droite, du centre-gauche, du centre-droit ou d'extrême droite demain. Donc là aussi, voilà ce que je voulais dire. Et Jean-Marie a dit quelque chose qui me paraît important, j'ai peur de l'oublier. J'ai toujours considéré que l'enseignant ne devait pas être l'évaluateur. Alors, tu connais Henri Berestiki, c'était un collègue. Moi, j'ai fait une expérience quand j'étais jeune professeur d'université. C'est que j'enseignais ma discipline, mais je ne corrigeais pas mes copies. C'est mon camarade, grand mathématicien, qui corrigeait mes copies. Et moi, je corrigeais les siennes. Et après, on se retrouvait et on se disait, mais t'as pas fait passer ça, t'as mal enseigné cela, t'as mal, etc. Et donc, on s'est fait progresser mutuellement, ça a duré 5 ou 6 années, et à Dauphine aussi, je l'avais fait. Et moi, je considère que l'enseignant ne doit pas être l'évaluateur. Comme enseignant, je transmettais le savoir, je donnais l'envie, le désir, mais je n'avais pas envie d'évaluer, de mettre une note, de mettre un prix. Parce que moi-même, j'étais porté par mon enseignement, je le vivais de manière plus ou moins conforme à ce que je faisais, mais quand mon copain corrigeait et qu'il me disait là tu as failli, c'est pas bon. Là, tu leur as pas fait passer la notion de dérivée partielle ou de différentiel, etc. Tu l'as mal fait passer. Je sens que c'est pas bien passé. Et bien, ça vous remet en cause. Là. Et les étudiants étaient contents parce qu'ils savaient que le correcteur n'était pas le professeur. Alors, pour répondre à cette question, comment attirer le métier, je crois qu'il faut un choc de simplification au niveau notamment des Master 9, etc. Les parcours sont devenus illisibles. Et du reste, d'ailleurs, je crois que quand on est passé à la semestrialisation, on a acclimaté les étudiants à l'idée qu'une formation universitaire, c'était en quelque sorte une multitude de petits sauts d'obstacles à passer, au risque de perdre en quelque sorte le sens général d'une formation. Je suis étonné par la capacité qu'ont les étudiants. Prenons par exemple la question du hors-programme d'agrégation. Ils ont une question comme ça, ils ont 7 heures pour la préparer. On peut penser que c'est toutes les connaissances qu'ils ont acquises lors de leur formation qui va être mobilisée. Or, ils ont tellement une faculté d'oublier, ça c'était le semestre d'avant, c'est plus ce semestre-là, ça c'était en L3, c'était pas au programme. Donc je crois que c'est un problème et donc il faut quand même donner un sens à un parcours éducatif et non pas le compartimenter en une multitude de petites cases qu'il faut cocher successivement. Donc un choc de simplification et de lisibilité au niveau du Master 9. Ensuite, il faut un choc, mais significatif, de réévaluation matérielle du pouvoir d'achat des enseignants. Vous avez vu qu'il y a quand même quelques semaines, dans Le Monde est paru une grande enquête sur le fait que dans certains départements français qui sont à proximité de la Suisse, le pouvoir moyen des enseignants était 3 000 € en dessous du coût moyen de la location. Ce qui fait que des enseignants actuellement se logent dans des caravanes. J'avais connu ça à Saint-Nazaire il y a 20 ans, quand les chantiers ont réapparu et que les ouvriers qui venaient travailler, parfois de Pologne et tout, étaient dans les campings, même l'hiver, parce qu'ils ne pouvaient pas se loger à la Baule ou etc., aux proximités de Saint-Nazaire. Donc là, je crois qu'il y a quand même une nécessité à un moment de dire, si on veut vraiment rendre un métier attractif dans une société très matérialiste comme la nôtre, il faut aussi que le salaire qui soit affiché soit significatif. Voilà, ça c'est un point. Un troisième point, c'est sur un point que tu as abordé, c'est sur, au fond, ce que je sens, c'est comme un espèce d'abandon du service public de l'éducation au profit d'un marché de l'éducation.
Et je vais en prendre des exemples très nets dans le quartier. Paris 1, que tu as présidé, est une université qui est sous-dotée en termes de mètres carrés par rapport au nombre d'étudiants. Or, nous avons eu le bâtiment de l'agro, qui est au bas de la rue Mouffetard, juste derrière Ulm, le bâtiment de l'école d'agronomie, qui est un vieux bâtiment, etc., n'a pas été proposé aux universités du quartier public qui étaient éventuellement désireuses de mètres carrés. Non, ça a été vendu, je crois, à Galiléo, grand groupe d'éducation privée. Ils sont en train de complètement refaire le bâtiment et la présidente de Paris 1 m'a même informé que l'autre jour, ils avaient écrit en demandant à pouvoir tourner les spots publicitaires de l'école qui constituait dans les locaux de la Sorbonne, parce que c'était en chantier. Donc il y a cette idée, le service public, ça va être à Saclay, et il faut des mètres carrés, ça va être à Condorcet, etc. Et pendant ce temps-là, des entreprises privées qui émergent sur le marché éducatif cherchent finalement, par une politique du Bernard Lhermitte, à donner l'impression qu'ils sont là de toute éternité dans le quartier latin. Et je crains un petit peu le fait actuellement que, bon, on considère que de toute façon, il y aura toujours, pour ceux qui peuvent s'en sortir, un système de sauvetage qui sera dans le privé. Et je ne suis pas contre le fait qu'il y ait deux systèmes. Après tout, la concurrence fait partie de la liberté. Mais il y a un moment donné où il faut quand même pas trop faire de ségrégation. Je voudrais rajouter juste un point. Il y a aussi la notion du temps dans l'éducation, du temps éducatif. Je vais vous donner un exemple. Mon expérience, quand j'ai commencé ma carrière d'assistant, j'ai commencé à Tours, après Dauphine, etc. Et très vite, on m'a demandé d'enseigner des cours magistraux. Bon, c'était comme ça. Et j'enseignais un cours que j'aimais beaucoup, c'était la topologie. On avait un grand maître à l'école, Choquet, tu te rappelles de Choquet? C'était le maître de la topologie, c'était le maître mondial de la topologie. Et je me rappelle que quand j'ai commencé à enseigner la topologie, donc il y avait un module, c'était en maîtrise ou je ne sais pas quoi, c'était pas en DUG, mais en maîtrise. On touchait un peu la topologie avant. Je vais vous donner un titre, je ne suis pas sûr du nombre et du chiffre que je vais donner, du nombre que je vais donner. J'avais à peu près, pour un module, 40 semaines de cours pour enseigner la topologie. À la fin de ma carrière d'enseignant, je n'avais plus que 22 semaines. Comment voulez-vous faire passer une discipline aussi pointue, aussi spéciale, la topologie, la chimie, l'histoire, quand vous êtes réduit de moitié en temps d'enseignement? Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Ils vont aller sur Internet. Ils vont compléter sur Internet. Vous croyez qu'ils complètent sur Internet? Ils ne complètent pas. Et comme l'a dit Jean-Marie, encore faut-il qu'ils aient en plus la dimension critique, capable de ne pas prendre tout et n'importe quoi. Alors qu'on arrête de raconter des bêtises, qu'on arrête de raconter des mensonges, et qu'on manipule les populations et surtout les jeunes à qui on fait du mal, il y a aussi un temps nécessaire pour apprendre, pour comprendre et pour développer cette dimension critique. Et quand votre temps offert par les moyens que l'éducation nationale vous attribue est réduit de moitié, qu'est-ce que vous pouvez faire? Plus rien. Ça ne sert pratiquement plus à rien. Et heureusement que nous avons des gens dévoués, comme Jean-Marie, qui est un enseignant hors père et hors mère. Il est extraordinaire. Christian, si je l'avais eu en chimie, quel drame ça a été, la chimie. Bon, je ne vais pas vous le raconter parce que vous allez mourir de rire et moi de honte. Voilà. Il y a sûrement des questions. Georges, merci pour cet exposé retransféré il y a 50 ans. Je vais te poser une question. Sais-tu, dans notre promo de l'ENS à propos de sciences, combien se sont dévoués réellement à l'éducation? Je ne parle pas enseigner, une grosse matière enseignée, mais des gens qui ont fait ce que tu as fait toi ou ce que j'ai fait moi en étant délégué à l'éducation à l'Académie des sciences, par exemple. Non, je te dis tout de suite, il y en a 3. 3 dans notre promo? Voilà, il y en a un qui s'appelle Georges Haddad, que tu
tu dois connaître. Christian Armator. Un autre qui s'appelle Christian Armator et un autre qui s'appelle Gilbert Pietrik. Tu te rappelles de Gilbert? Oui, bien sûr. Et quel est le dénominateur commun? Quel est le dominateur commun de ces trois personnes? Ben, c'est la même histoire que celle que tu as racontée. On est des immigrés. On est des immigrés. Lui, moi j'étais un immigré comme ça, quoi. Oui. Toi un vrai. Et Pietrik, il était un immigré parce que son père travaillait sur les chaînes de Sochaux, de Peugeot à Sochaux. Un immigré social. Alors. Voilà. Donc on était trois immigrés sociaux. C'est incroyable. Et donc on a reçu de l'État, on a reçu de l'éducation la même chose que Camus. C'est pour ça que Camus est aussi pour moi quelqu'un de formidable. Et Germain, encore plus, parce que c'est lui qui a formé Camus. Absolument. Et donc nous, on a voulu être les Monsieur Germain des enfants qui sont passés par nous. Et ça, je crois qu'il faut passer par ce genre de choses-là pour comprendre. Sinon, tu considères que c'est juste un droit. C'est vrai. Et un droit, ben, tu ne vas le prendre sur Internet, sur Wikipédia, etc. Voilà. En tout cas, je vous remercie tous les deux. Alors, comment répondre à ce qu'a dit Christian? Je vais t'embrasser tout à l'heure. Je ne peux pas te répondre autrement que par l'affection, l'estime et l'admiration que j'ai pour toi. Bon. Là, sur le problème de l'enseignement de la religion, je ne vais pas faire de prosélytisme et ainsi de suite, mais par exemple, les meilleurs curés, c'était les curés de campagne, qui se dévouaient aux enfants parce qu'ils savaient que c'était par là que passait la chose. Même si ça faisait un peu pépone, donc à Millau, là, en réalité, le maire et le curé, c'était les deux qui faisaient ça. Moi, j'étais absorbé là-dedans parce que, à la base, je suis un catholique, même si pendant très longtemps j'ai laissé tomber la religion. Mais récemment, j'ai été pris à l'Académie catholique de France pour justement jouer sur cette affaire-là. D'accord? Et je pense que là, on retrouvait le sens de l'implication. Le sens qu'on trouvait après que la Révolution française ait coupé des têtes. Quand elle s'est retombée, elle s'est dit, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire comme pays? Et quand on regarde, par exemple, les polytechniques pour l'armée, les artilleurs, Napoléon avait les meilleurs artilleurs du monde parce que c'était ceux qui étaient capables de lire des tables, des mathématiciens. Et les autres, c'était des normaliens. Donc, et Napoléon a réouvert l'Académie des sciences. Pas pour y être élu, comme on l'a dit, mais simplement parce qu'il savait la même chose que Colbert avait su. L'enseignement est nécessaire à créer un pays. Alors, bien sûr, le niveau de l'enseignement dépendait de ce qu'il fallait faire. Quand il a fallu faire passer les gens des campagnes aux usines, l'enseignement, c'était lire, mais pas des grands textes, mais lire des phrases qui avaient un sens, celles qu'on faisait en troisième, où on se faisait taper sur les doigts si on mettait plus de deux prépositions. Je suis ému, hein. Deux propositions subordonnées de suite. On se faisait taper sur les doigts parce que ça devenait du discours parlé et puis du discours écrit. Pour les maths, parce qu'il fallait être capable de comprendre les maths qu'il y avait dans une machine qu'on utilisait, et la lecture pour savoir comment on se servait de la machine sans y laisser ses doigts. Puis après, on est monté vers des métiers beaucoup plus techniques, et on a vu ça au Japon. On est passé des paysans au col bleu, puis au col blanc. Nous, on est la génération col blanc, c'est-à-dire la génération où on avait besoin d'ingénieurs. Et ce n'était pas un mystère. Mon monsieur Germain, qui s'appelle monsieur Duranceau, qui s'appelait pour le pauvre est mort, sa mission en Algérie, c'était de faire remonter les meilleurs élèves. C'est lui qui est venu chercher mes parents pour que je passe en 6e, parce qu'à l'époque on passait un examen, sans passer l'examen. Et je suis rentré en 6e sur sa recommandation. Donc ça, c'était les gens qui étaient investis dans ce qu'ils faisaient.
Et ce n'était pas son salaire qui joue. Je ne dis pas qu'il ne faut pas augmenter les salaires. Mais pour les salaires, maintenant, il y a un deuxième problème. C'est que toute la grille de la fonction publique est liée. Quand je me suis battu à l'Académie avec Pécresse pour faire augmenter les salaires des maîtres de conférences à l'entrée, ça a été à la fin, ils ont trouvé une astuce, c'était de recalculer comme ancienneté les temps de la thèse et des post-docs. Donc les gens sont restés dans la même grille, mais rentrés plus haut, parce qu'on leur a donné de l'ancienneté. Bon, c'est parce que tout est verrouillé là-dedans, et Pécresse avait dit, mais Bercy ne veut pas que si je touche le salaire d'un maître d'école, le postier va venir, il est dans la même grille, va vouloir la même chose. C'est-à-dire qu'on pouvait sortir 250 000 personnes, le nombre de maîtres de conférence, mais on ne pouvait pas sortir 6 millions de personnes en augmentation. Et ça, c'est le gros problème. Et la Finlande l'a résolu en disant, ceux-là, c'est des gens vitaux. Merci. Merci. Ce n'est pas une question, c'est quelques petites réflexions qui me viennent à l'esprit. Mais moi, je vais vous parler de la phrase de Danton. Il faut relire la stèle de Danton devant le métro Odéon. Le premier besoin du peuple, après le pain, c'est l'éducation. Et là, je reviens à ce qui se passe en Afrique. Comment voulez-vous que ces enfants, ces gens, puissent avoir la tête à enseigner ou à apprendre s'ils ont faim? D'autre part, n'oubliez pas que tous les présidents et tous les chefs d'État africains ont un parcours très humaniste. Quand on est humaniste, on ne s'occupe pas de soi, mais on s'occupe des autres. On s'occupe de ceux qui ont faim, de ceux qui sont malades, de ceux qui sont atteints de maladies, comme notamment en Afrique. Le peuple africain souffre. Et on attend toujours des hommes comme Mandela, enfin tous ces hommes-là qui ont été magnifiques et qui nous ont servi d'exemple. Je reviens aussi à l'éducation. Est-ce qu'on nous a appris, nous, en tant qu'enseignants, ça dépend des parcours que nous avons eus, peut-être tous différents ici, mais le sens premier du métier d'enseignant, on l'oublie tout le temps, c'est élever. Sinon, on n'appellerait pas l'enfant un élève, on l'appellerait autrement. Donc, ce qu'elle est élevée. Moi qui étais enseignante quelques années, j'ai été moi-même élevée par le contact avec mes élèves, pour diverses raisons. Mais on peut s'élever mutuellement, on peut s'enrichir mutuellement, puisque nous sommes complémentaires. Voilà. Et donc, c'est ce sens du métier. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, moi qui ai travaillé pendant longtemps dans un ministère. C'est impossible d'avoir des ministres de l'Éducation nationale bloqués par les opinions politiques ou du président ou de ceux qui les ont mis en place. C'est pas possible. Parce qu'ils sont bloqués, ils sont prisonniers, ils sont montrés du doigt et les élèves comprennent tout ça. Donc maintenant, on est dans une transition effrayante et je suis d'accord avec vous, monsieur. Vous venez d'un pays qui avait souffert aussi et vous êtes très équilibré, vous êtes très... j'ai beaucoup aimé votre intervention, formidable, voilà. Première chose, j'ai fait une expérience à une certaine époque où j'ai pris des sujets du certificat d'études, et je l'ai donné à des étudiants de licence. Ils n'auraient pas eu le certificat d'études. La dictée, le nombre de fautes, c'était effrayant. La rédaction, c'était effrayant, etc. Même le calcul, parce qu'ils n'avaient pas l'algèbre à l'époque. Il fallait raisonner à la base, et ils ne savaient plus le faire. Ça. Et ça fait le lien avec ma deuxième intervention et l'article que je viens de publier et qui va être diffusé, qui s'intitule « Fragilité de la puissance ». C'est qu'aujourd'hui, nous avons le sentiment d'être de plus en plus puissants par la technologie, par la science, mais nous sommes d'une fragilité effarante aujourd'hui. Et les jeunes aujourd'hui, qui sont en dépendance dramatique par rapport aux technologies de l'information et de la communication,
ne savent plus, lorsque l'ordinateur tombe en panne ou la calculatrice, refaire les calculs basiques. Combien de fois ai-je eu des étudiants qui, au moment ultime où il fallait faire le petit calcul, parce que chez moi c'était assez théorique, et je donnais quand même un calcul pour... Monsieur, mon ordinateur est en panne. Je suis paniqué, c'est foutu, je suis foutu. Et je dis, mais c'est basique, tu peux le refaire sans l'ordinateur. Et là aussi, l'éducation doit enseigner aux jeunes cette fragilité de la puissance et comment la contrôler, la maîtriser et la dépasser. L'ordinateur est une chance, c'est un outil. L'intelligence artificielle sera aussi un outil extraordinaire, mais il ne faudrait pas que nous soyons dans la situation de Frankenstein, du golem ou de Prométhée, c'est d'être dépassé par nos créations. Alors en fait, nous sommes un peu limités dans le temps. Le mardi nous a été imposé comme date. Or, les élèves de Louis le Grand utilisent la scène, enfin ceux qui font du théâtre, seront là à partir de 18h. C'est pour ça qu'on avait un petit peu resserré le format. Donc, non, voilà. C'est pas une comédie qui s'est passée ici. Donc c'est quand même le moment, si nous voulons continuer les conversations individuelles en petits groupes, c'est le moment peut-être de passer dans cette allée latérale où un verre de l'amitié et quelques petites friandises vous attendent. Donc je voudrais d'abord infiniment remercier Georges et Monsieur Le Gall pour leurs interventions qui nous ont beaucoup éclairés, peut-être un peu affligés d'une certaine façon, puisque nous sommes, je pense, dans une période de rupture, effectivement, parce que la technologie évolue très vite, trop vite pour certains d'entre nous, mais qu'il y a à repenser une profession enseignante, il y a à repenser le rapport enseigné-enseignant, et c'est une très rude tâche. Alors c'est pas nous qui avons un peu fini de servir, en tout cas le système de l'éducation, mais je pense que l'AMOPA, peut-être, a une petite brèche dans laquelle s'infiltrer, ne serait-ce que pour... Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer le chef de cabinet Gabriel Attal récemment, pour faire passer un certain nombre de messages, c'est très modeste, sans grande illusion sur l'effet produit, mais bon, la force de la répétition peut-être peut fonctionner, mais aussi nous avons un devoir dans les sections, à Paris et en province, pour creuser cette question, réfléchir ensemble en section, et peut-être aller diffuser la bonne parole ici ou là, dans les établissements, quand nous rencontrons des amis enseignants, auprès de nos enfants ou petits-enfants. Moi, je sais que j'ai de nombreux petits-enfants, je leur demande fréquemment « Est-ce que tu as envie d'être prof ?» Jusqu'à présent, je n'ai eu que des réponses négatives, mais je continuerai, je persévérerai. Ça n'est plus effectivement dans les jeunes générations quelque chose qui fait rêver. Alors peut-être que l'AMOPA, par sa revue, par les vidéos que nous publions, peut-être qu'on pourra à nouveau faire rêver des jeunes qui peut-être emprunteront le chemin qu'on a pris. En tout cas, je vous remercie tous d'être venus, et ça n'est que le début d'un cycle de conférences. Il y en aura une, alors on ne sait pas encore le titre, le lieu, donc on n'a pas encore communiqué, en début février. Voilà, il y en aura une deuxième à la Sorbonne avec Jean Pruvot le mardi 5, et nous aurons la grande joie de voir à nouveau les chœurs de l'AMOPA qui animeront cette conférence, et puis une autre conférence qu'on a voulu placer au cœur du congrès, c'est-à-dire qu'une conférence qui ne sera pas donnée à Paris, mais qui va tourner au gré des congrès en province, qui sera donnée par Eric Allary le vendredi, la première journée du congrès. Voilà, je ne serai pas plus longue, sinon tout ce que nous avons préparé ne sera pas dégusté. Le concert, oui Sylviane, tu as raison, je vous signale, mais les Parisiens et les Franciliens doivent être informés, vendredi à Saint-Honoré-des-Lois 20h a lieu le concert, je n'ose pas dire traditionnel, ça n'est que la deuxième édition, mais il va devenir traditionnel j'imagine, concert Nous l'Europe, avec un certain nombre de chorales et une chorale allemande, donc c'est vraiment Nous l'Europe. Voilà, je vous remercie, et puis je vous